UFC 321, t'as le t-shirt, le poster est juste derrière moi. Est-ce que tu t'es dit, en vrai, c'est un rêve qui devient réalité cette soirée-là jusqu'au époque? Ouais, c'était possible en vrai. C'était possible. Après, on ne sait jamais. Tout peut devenir inversement possible. On a bien vu le hype de Ante Delija qui s'est renversé. Et donc, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer sur les rounds d'après. Mais en tout cas, nous, on avait l'impression que ça se déroulait comme on avait prévu. Le monde est au bord d'une guerre totale. C'est pourquoi je compte sur vous pour remettre sur pied les Avengers. Captain America, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Et sur RMC, t'avais dit, on sait quelque chose de Tom qu'il ne sait pas, je crois. On sait quelque chose que Tom ne sait pas, que son équipe Oui. qu'ils ne savent pas. Mais ce n'est pas particulièrement sur Tom. C'est une manière de dire que avec l'expérience, tu sais des choses que d'autres personnes ne savent pas. Elles ne savent pas encore. Elles sont persuadées qu'elles comprennent tout et qu'elles ont tout capté. Mais au fond, tu te dis, le même public qui est très ami avec toi, il peut se retourner contre toi en 2 secondes. Et ça, tu ne le sais pas encore. L'impression qu'on te donne qui était super fort et que tu connais tous les aspects du game, tu peux être très surpris dans la cage de ne plus voir la même chose que tu pensais. Et c'est cet ensemble de choses que je pense vraiment être vrai. Je pense que l'état d'esprit d'un athlète à un moment donné, il n'est pas prêt à faire une performance. Et puis à un moment donné, il a pris assez d'espérance, il comprend les choses. Et je pense qu'au vu du nombre d'échéances de haut niveau qu'a fait Cyril en main event et en combat de ceinture, il a toujours une petite longueur d'avance sur la compréhension globale du game. Et il y a eu beaucoup de mots sur Cyril était en mission pour ce combat. Bah, vous aussi, parce que toi, tu as fait avec lui le camp d'entraînement à Abu Dhabi. Comment, toi aussi, tu t'es dit, bah, littéralement, je vais mettre pas tout de côté, mais beaucoup de côté aussi pour cette échéance-là? Où tu vas, où tu n'y vas pas, en vrai. Et puis, comme je te disais, en grandissant, en vieillissant, tu as ce truc où tu vas être pragmatique. Je fais des choses si ça marche. Je les fais bien pour que ça marche. Et si je ne mets pas tout, je ne fais pas. Et donc, on s'y est mis vraiment. Et pourquoi l'avoir fait à ce moment-là? Parce que c'est la question que je me suis posée aussi. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait pour le combat contre Thomas Spinal, alors que bah, y a eu d'autres grosses échéances? Et tu t'es dit, c'est finalement le seul truc qui nous manquait? On a toujours fait des gros camps, en vrai. Que les gens oublient juste rapidement, mais Devontae Johnson qu'on avait fait venir à Paris, si c'est un vrai phénomène, on a fait venir énormément de gros boxeurs à Paris, énormément de bons lutteurs, en tout cas de meilleurs lutteurs, parce que c'est ça le plus. Il faut qu'il y ait des meilleurs lutteurs que Cyril, pas forcément la crème des lutteurs. Si je n'ai pas Gordon avec moi, c'est pas bien grave. Il faut déjà que Cyril réussisse à battre tous les Français pour qu'on puisse y arriver. Donc on avait déjà ça qui était bien. On avait aussi le fait que tu n'as pas forcément la nécessité de le faire. Parce que l'ambiance, elle est bonne et que tu as envie de... Le gars, il a envie, Cyril, il a envie de s'entraîner dans une ambiance correcte, cool, où il peut être bien dans le... Pas le confort, mais c'est pas quelqu'un qui peut vraiment prospérer dans un milieu hostile. C'est pas son état d'esprit. Tu peux être à Dubaï, à Abu Dhabi, aux États-Unis, à Vegas, où tu veux. Il a besoin, enfin, tous ceux qui travaillent autour de lui, nous, son staff, nous sommes une quinzaine à comprendre que même si on veut bouder à l'un d'entre nous dans le staff, on ne le fait pas devant Cyril. On ne peut pas le faire. Parce qu'il ressent ces énergies négatives, positives. Il n'aime pas ça. C'est pas un espace pour lui pour prospérer. Et donc,
On le faisait déjà à une dimension moins importante parce que ça a moins d'engagement, ça a moins de sacrifices, ça a moins de... le départ a moins de... Et puis on n'avait pas trouvé la bonne opportunité. Vraiment, le camp d'entraînement, en réalité, il aurait pu se faire à Paris. Mais il y a eu plusieurs éléments qui nous ont gênés. Il y a eu certains athlètes qu'on voulait faire venir qui ont eu du mal à avoir leur visa pour arriver à Paris. Il y a certains athlètes qui préparaient leur combat sur place, notamment Pouya qui combattait quasiment le même mois que nous, en début de mois et nous en fin de mois. Il y avait tous ces éléments-là groupés qui faisaient que c'était idéal de se mouvoir là-bas et de se retrouver dans cette situation. Et donc, ça se fait comme ça, naturellement, mais il y a eu le volontariat de tout le monde dedans, de dire « je veux ». C'était ça le plus important. Je veux faire la ceinture. Je la veux, cette ceinture. Et comment tu as fait pour convaincre Cyril de changer tout ça? Je n'ai pas eu à le convaincre. En fait, on a juste une discussion de bonhomme, notamment sur un contrat bien rédigé avec plusieurs pages où il y avait des articles, des sous-articles et des détails, et où on avait des engagements de ma part. Je m'engage à... Après qu'on ait eu la discussion, de dire est-ce qu'on est encore chaud pour ce projet? Parce que Cyril peut ne pas être chaud. Enfin, oui, en mode pour moi, c'est-à-dire que peu importe en fait le projet que tu as, pour le spectateur, lambda, il peut se dire une ceinture, c'est très important. Et pour un coach qui est blasé ou pour un athlète qui est blasé, il peut se dire, moi, c'est bon, quoi. Et donc, il vaut mieux aller chercher le consentement et être sûr que vous êtes sur la même page et le même niveau de motivation. OK? Et ben, on a vu qu'on était en phase parce que vraiment, il était déterminé. Pas choqué que je lui pose la question. Donc, il y a une compréhension de mon questionnement, mais aussi une précision de dire ouais, viens, on le fait. Viens, on prend la ceinture. Viens, voilà. Et donc, du coup, je dis OK. Il y a des choses qui changent, et il y a des choses qui évoluent, et maintenant, il faut qu'on fasse des engagements. Moi, je te propose un contrat. Et il me dit, mais contrat, genre comment? Genre quoi? Dans le contrat, tu vois, on rigolait, parce qu'il y a d'autres... Je dis non, je propose un contrat vraiment en bonne et due forme, avec mes engagements à moi. Je m'engage à t'entraîner et te donner le meilleur de ce que je sais. Je m'engage à embaucher autour de toi des personnes qui peuvent avoir de la compétence et t'amener vers le bon niveau. Je m'engage à sélectionner les salles de sport où je peux t'amener pour qu'on puisse être dans un environnement correct pour toi. Je m'engage à... Voilà, tout que je ne peux pas détailler là, mais plein d'engagements. Et ensuite, je pourrais te passer le contrat, tu vas voir. Et ensuite, de sa part, ce que j'attends de toi, c'est que tu t'engages à respecter certaines choses. Tu t'engages à être là où on est, voyager, être là, et puis prendre une certaine distance avec le reste du monde et tout pour que tu sois isolé. Tu t'engages sur les entraînements, les sparring et tout, tu t'engages à écouter l'équipe des coachs, les 3 coachs qui sont dans ton coin, de manière quasi religieuse, quoi, de manière à ce que ce soit immédiat et sans délai. Pourquoi sans délai? C'est pas un hasard, c'est pas parce qu'on veut de la dictature ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on est allé sur le constat, ensemble, avec lui, en réunion, que plus le temps passe, plus un athlète... Au début, un athlète est fougueux. Ensuite, il passe une étape où il est brûlé. Soit parce qu'il perd un combat, soit parce qu'il est refroidi, soit parce qu'il a un knockdown, soit un truc. Mais en tout cas, ça le calme un peu, ça calme sa fougue. Et donc, il est moins entreprenant. Il est prudent, il sait gagner, il veut gagner, mais il est moins entreprenant. Sauf qu'il y a des combats où tu auras besoin d'être entreprenant, d'être un peu plus vicieux, d'être un peu plus agressif, d'aller un peu au front. Et donc, il fallait trouver une discussion saine où on peut
Je rigole parce que je vois que pendant que je te parle, tu as une réflexion pour la question d'après, en fait. Et je me dis, ça va se compliquer. Donc, en tout cas, on a cette discussion-là où on a ce contrat-là où il a ses engagements à lui, de manière à ce qu'il puisse nous donner la main sur le joystick. Il y a un moment donné où, quand tu combats à 28 ans, tu es entrepreneur et ton cerveau te fait prendre des risques. On l'a vu au TKO, il faisait n'importe quoi, des backfists, des coups de poing, des doubles coups de poing. Enfin, c'était de la folie, des genoux sautés, des machins. Et puis, il y a un moment donné où il devient très rationnel. Parce qu'il a pris conscience de la convention sociale, la pression de la convention sociale, la pression, les enjeux autour du combat. Et donc, il était de notre devoir de trouver le moyen de le décharger de ça et de lui dire, OK, donne la main. Donne la main sur la commande. Arrête de contrôler, tout donne la main. Et pourtant, il y a un moment donné où on voulait qu'il ait cette main. Mhm. Tu vois, on lui donnait la liberté de pouvoir prendre des risques. Le combat, par exemple, contre Francis, il prend le risque d'aller faire une talon à un moment donné qui, les gens, après coup, ils vont dire que c'était pas intéressant. Mais avant, si ça avait marché comme sur le combat précédent, ça avait marché, ils auraient dit, oh, ils auraient crié au génie. Mais cette fois-là, ça ne nous donne pas la victoire au final. On est court sur le truc. Bah, tous ces éléments mis ensemble font qu'il va moins prendre des risques et c'est à nous de les prendre, des risques. Et de dire à un moment donné, on va séquencer les choses. Tu auras des codes pour nous dire si tu es d'accord. Tu es en train de boxer, si tu es en train de consigner 2 ou 3 fois, juste donne-moi un signe de tête si tu peux, donne-moi un pouce si tu peux. Mais fais-moi comprendre que tu as compris, mais tu décales l'opportunité de faire l'action parce que tu ne peux pas là le faire tout de suite. Et bah, ça s'est appliqué aux entraînements et c'était nickel. Et, bref, contrat signé, hein, en bonne et due forme. Et ensuite, tout s'est enchaîné. Les entraînements étaient depuis Paris. Avec un certain nombre de sparring, notamment Lévi Duclory, notamment Alexander Romanov, ancien UFC, maintenant au PFL, beaucoup Dev de MMA Factory, Sou, et puis beaucoup d'autres grands du monde du combat qui sont venus nous aider. On a commencé déjà à mettre en application tous ces détails. À chaque fois, de pouvoir exécuter chaque détail, y compris la notion de nociception, la notion de violence, la notion d'infliger une douleur pour que l'adversaire puisse respecter tout de suite l'impact. Et ce qui s'est passé, est-ce que donc il y a un moment, t'as un peu douté, où tu t'es dit, bon là on arrive pas à la fin du chemin, mais... Douter de la fin du chemin, non. Douter du combat, oui. Un coach doute toujours de combat, sinon il est fou. Un athlète doute toujours un peu, sinon il est fou. Celui qui vous dit qu'il ne doute pas, il est fou. C'est pas possible. On a des chances égales avec un mec qu'on ne connaît pas, qui s'entraîne tous les jours pour nous dégommer, qui a beaucoup de vidéos sur nous et qui va faire des analyses, qui va aller en profondeur. Nous, on s'entraîne pour lui. En plus, tu as les médias qui te vendent Thomas Spinal comme le Messi. C'est le prochain. Voilà, c'est le prochain. Et donc, tu te dis, oui, tu as des doutes. Mais douter sur le parcours, non. C'est la qualité du parcours, en fait, qui me mettait des doutes. Il y a le parcours qu'on allait faire. On allait le faire. Moi, je le voyais encore combattre longtemps. Mais la qualité de parcours allait faire qu'on plafonne peut-être ou qu'on progresse. Et je suis content qu'on ait répondu à ces questions. De la progression. Et donc là, pour toi, là, le Cyril de maintenant, c'est le meilleur ou pas? C'est le meilleur qu'on n'ait jamais eu de Cyril. C'est le meilleur. Vraiment, c'est le meilleur dans le sens où tu as de l'intelligence, mais de l'intelligence émotionnelle et instinctive dans le même truc. Il y a un cerveau qui pense
et il y a un cerveau qui fait. Et les deux sont mélangés à tout de suite faire de l'action. En se disant, quand je veux le côté instinctif, ce que j'ai appris va revenir en instinct. Et quand je veux le côté réflexif, je vais réfléchir. Sauf que l'instinct va toujours plus vite. Ça va hyper vite en termes de réponse. Et donc, c'est ce qu'on prend souvent. Mais il y a beaucoup de gens qui ont cet instinct. Tu sais, il y a beaucoup de gars qui te disent « Ah non, non, moi je trouve qu'il réfléchit beaucoup, Cyril, il faut qu'il aille, qu'il casse des bouches. » Comme tout le monde, mais des fois en cassant des bouches, la plupart de ces mecs n'arrivent pas au top 10. Ouais. Ok, même quand ils arrivent au top 10, ils n'arrivent pas au top 3. Et donc, arriver au top 3 nécessite cet instinct, mais nécessite aussi de l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle. Et tout ça, il a groupé ça en un camp d'entraînement. On a vu une grosse phase d'évolution, due aussi au fait de la team autour, d'une bonne préparation mentale avec Fabien, son préparateur mental, des sincères discussions entre le staff. Il y a des réunions avec le staff sans Cyril, il y a des réunions avec Cyril, et ça permet d'obtenir de bons résultats. Et on a eu l'impression aussi, évidemment, quand je dis ça, hein, ça fait un peu psychologie de comptoir, mais tu vois, d'une approche aussi différente côté Cyril, où il y a eu ces critiques sur les cœurs avec les doigts Co, où là, il voulait un petit peu plus lui rentrer dedans à Thomas Minal, en dehors du combat, tu vois, même juste ce qui a précédé. Est-ce que c'était un vrai travail là aussi, ou ça s'est fait naturellement? Ah non, ça s'est fait naturellement. Parce qu'il n'a pas changé, Cyril. Il est le même bon gamin. Il n'a pas envie de devenir un mauvais gamin. Il n'a pas envie de ne plus faire les cœurs. Il fait les cœurs s'il veut. Et personne ne va rien faire. Oui, Toi, tu vas lui dire de pas faire. Non, littéralement, non, moi je veux pas. Bon, voilà. Donc il fait les cœurs et en faisant les cœurs, il a battu des gens qui ne faisaient pas des cœurs. Il y a des gens qui sont arrivés énervés face à Cyril. Ils n'avaient jamais fait de cœur et Cyril les a tabassés. On est d'accord. Oui. Enfin, le mec, il a 14 combats en Muay Thai, il en a 14 en MMA, il n'en a perdu que 2. Le reste de combat, il a fait tous les cœurs tout le temps et il a gagné. Donc, on peut dire sans risque de se tromper que les cœurs ne font pas perdre un combat. Maintenant, on peut, quoi qu'on fasse, on peut être énervé, faire des cœurs, ne pas faire des cœurs, faire des doigts. Mais si on n'a pas la conscience de ce qu'on va faire en action réelle dans la cage, c'est là où ça se complique. C'est là où il y a du chemin à faire. C'est-à-dire que on est capable il est capable, Cyril, de rigoler, de pleurer, de faire des cœurs et de gagner. Tu sais, il y a beaucoup je trouve ça très fort, moi. C'est quelque chose que je trouve très puissant. Je trouve que l'athlète le plus fort, des fois, c'est celui qui peut s'ouvrir. Je me méfie des athlètes qui ne s'ouvrent pas et qui ne donnent aucune émotion et qui font croire qu'ils sont des robots, ils n'ont peur de rien. Non, mais en fait, c'est des gros peureux, ceux-là. Mais ils le cachent en dessous. Ils essaient de ne pas donner d'émotion et ça ne change rien. Moi, je trouve que ça peut être bien d'avoir un gars comme Jordan qui est capable de pleurer avant le combat, de sourire, on lui repose son sourire, de pleurer, on lui repose sa tendresse de pleurer, mais de tabasser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de corrélation du tout. Il faut juste prendre conscience qu'au-delà de toutes les émotions que tu viens de sortir, il y a un état d'esprit que tu dois avoir à un moment donné. Et Cyril, il est parti avec cet état d'esprit. Je vais aller pour lui faire mal. Je veux vraiment je vais lui rentrer dedans. Et je suis prêt à accepter les conséquences de ce qu'il y aura. Ça ne se fait pas sans prendre des coups. Ça ne se fait pas sans se mettre en danger. Je vais me mettre en danger. Et ça, est-ce que c'est durable pour toi, selon toi, d'être dans cet état d'esprit ou c'est spécifique à un adversaire? C'est plus durable quand tu es intelligent émotionnellement. Il faut que dans le chaos, CHOAS, dans le chaos de la bagarre, que tu trouves de l'intelligence à l'intérieur de ça. Si tu es trop dans le réflexif, tu perds le temps
Et avec le temps, tu perds de la puissance. Les mecs qui ne réfléchissent pas beaucoup et ne perdent pas trop de temps à philosopher sur le combat, envoient crochet, crochet, crochet. Et la plupart du temps, ils ont des très gros KO. Ça va très vite. Je prends le cas de Jairzinho à l'époque. C'est Jairzinho, quand il est rentré à l'UFC, il était sur 9 combats, 9 KO, quoi. Enfin, c'était premier round, 2 minutes, il dit... Voilà. Et puis, ou même Pavlovich. OK? Et puis, à un moment donné, il faut se dire, je vais peut-être être intelligent. Mais il ne faut pas être trop intelligent non plus. Parce que sinon, tu commences à avoir peur de prendre le risque. Et le fait d'être intelligent émotionnellement fait que tu as les deux en toi. Tu es dans un chaos AOS. Et à l'intérieur de ce chaos, tu es en train de chercher le chaos KO. OK? Et tu le cherches, mais gentiment à l'intérieur, en ayant une vista, le coup d'œil, la vision, tu vois. Donc, il y a des moments où tu as vu Cyril à l'intérieur, dans la boîte, comme on dit, et il y a des échanges, mais on le travaille. Comment on fait pour se retrouver dans une situation de chaos total, mais où on contrôle quand même avec un peu d'intelligence, pour ne pas trop retarder la réponse. Si tu mets beaucoup d'intelligence, tu retardes la réponse. Il faut qu'il y ait de l'instinct, mais dans l'instinct que tu aies quand même une vision globale de la chose. Et donc, là, on est bien, tout se passe bien. Il y a le fameux hypoke. Il y a le fameux hypoke qui a certaines personnes. Ce n'est pas moi. Par exemple, MMA Guru, qui dit que oui, ils sont coutumiers du fait au MMA Factory, anciens du MMA Factory, avec tout leur hypoke. J'ai pas l'impression. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui était dans un coin de ta tête, te dire il y a peut-être un risque que Cyril mette un doigt dans les yeux? Et ça arrive souvent aux entraînements. Ça arrive. C'est une possibilité, ça arrive à tout le monde d'ailleurs, y compris à ceux qui disent qu'ils ont 33 combats et n'ont jamais mis le doigt dans les yeux. Ça arrive, ok? Mais c'est lié à la nature du combat. Il y a Dimitri Johnson qui parle du Muay Thai où on ouvre les mains pour mettre des coups. Mais moi, je pense même pas que c'est ça. Je pense que c'est plus la défense qui fait ça. Si tu veux défendre la lutte, tu commences à la défendre comment? Ça n'a pas de sens. En gros, quand tu veux défendre la lutte en lutte libre aux Jeux Olympiques, le centre de gravité n'est pas... Enfin, vous n'êtes pas comme ça en face à face, vous êtes plutôt penchés l'un vers l'autre, parce que c'est de la lutte olympique. Et donc, du coup, tu peux anticiper la lutte. Tu es prêt à sprawler. Mais là, vous êtes à cette distance de boxe. Bah, si le gars vient et que tu ne peux pas le pousser, enfin, je ne vais pas faire ça parce que ça fait pousser avec le doigt, mais en fait, je voulais parler de la main, en fait, ce doigt que je voulais montrer, c'est la main. Ça veut dire que moi, j'ai un adversaire qui vient vers moi. Il faut au bout d'un moment que je le pousse comme un raffut du rugby. Vous êtes au rugby, vous jouez au rugby, le gars vient vers toi, il veut te plaquer. La première défense que tu fais, c'est que tu ouvres ta main et tu pousses vers lui. Et ça tombe bien, ça c'est légal. Si les doigts sont vers le haut, il n'y a pas de problème encore. Les doigts sont vers le haut, je pousse, ça c'est légal. Ça devient illégal si je suis là, le mec arrive et j'ai mes doigts vers lui. Donc il est comme ça, Cyril. En général, Nassourdine aussi, la plupart de ces gars, ils ont les doigts vers le haut. Mais comme ils sont des strikers d'élite, la première des choses qu'ils veulent faire, c'est d'éloigner, de pousser, donc de faire le raffut d'abord. Malheureusement, sur ce combat, il y a eu raffut. Ensuite, il y a eu... Parce que s'il y a raffut et le gars recule, bah, tu lâches l'affaire. S'il y a raffut et il ne recule pas, bah, au bout d'un moment, tu ne contrôles pas ce qui va se passer. C'est possible que ça arrive. Ce n'est pas voulu que ça arrive. Et il faut juste accepter que tu auras plus de chances de hype pour quelqu'un si tu es en train de repousser la lutte. Je te jure, hier, Cyril s'est entraîné et avec Dimitri, son sparring, il a eu ce mouvement-là. Mais la tête de Dimitri était là, Cyril a poussé, mais avec les doigts au-dessus de sa tête. Et j'y ai pensé de ouf, en fait. Mais, parce que c'est le réflexe, tu ne peux pas faire autrement. Vous me demandez de bien défendre la lutte. Mais comment vous voulez que je commence à défendre la lutte? Que j'aille saisir le poignet, c'est trop tard. Si j'ai saisi le poignet d'un mec, c'est trop tard, il m'a déjà amené au sol. Il faut déjà qu'il y ait le premier impact, que je le stoppe d'abord, que je stoppe cette avancée forte, vraiment. Si le gars bouge sa tête vers le bas,
il y a des fortes chances que ma main passe et il n'y a pas d'hypoc. S'il va là, il n'y a pas... Mais si le mec est là-dessus, il avance tout droit avec sa tête sur moi, il y a des fortes chances que peut-être un doigt, deux doigts rentrent dans les yeux. C'est pas volontaire. Ce n'est pas... Attention, il faut bien qu'on se dise les choses. C'est une faute de mettre les doigts dans les yeux. C'est un fait. Tu ne peux pas dire autrement. Maintenant, donc il y a une certaine responsabilité de Cyril dans le fait qu'il y ait eu un hypoc. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas ignorer ça. Mais ça reste quelque chose qui est lié à la nature du sport lui-même, lié à la nature des gants, lié à la nature de... C'est très compliqué de ne pas faire ça. Ah, c'était pas fait exprès. Ouais. Mais non. Mais par contre, ce qu'il y a après, est-ce que tu penses que Thomas Spinal a abandonné ou s'est dit, bon, ce serait peut-être bien d'arrêter le combat? Il faut dire ça avec un contexte. Un, il y a eu un vrai hypoc. C'est sûr, il y a eu des doigts dans les yeux, accidentellement. Deux, Tom a eu mal aux yeux. Quantifier la douleur, je ne saurais pas faire. C'est lui qui la ressent, la douleur qu'il a eue. Et donc, il n'y a que lui qui peut le dire. On est coutumier des hypoc à l'UFC. On a déjà vu des gens se prendre des hypoc. Certains reviennent, d'autres pas. Lui, il n'est pas revenu. Il y a des petits faisceaux d'indices qui font croire qu'il y ait des possibilités qu'il ait pris la poudre d'escampette. Oh. En se disant, je n'ai pas voulu ce hypoc. Mais maintenant que je l'ai et que j'ai mal, et donc je suis réduit, ça peut être compliqué quand même. C'est qu'avant que je ne sois réduit, je commençais déjà quand même à sentir qu'il y a un combat assez équilibré. OK? Alors que j'étais venu pour l'écraser. C'est ça aussi, c'est le poids de vous les médias. Tu nous as vendu Thomas Spinal comme étant le prochain, enfin, le gars qui vient tout ravager. Le futur GOAT. Voilà. Et donc, du coup, ça peut jouer sur le mental quand les choses se passent mal. Ça fait partie des choses que je te disais qu'il y a des choses qu'on sait que Tom ne sait pas. Parce que ça, si tu ne l'as pas vécu, si tu n'as pas été sous pression, tu ne peux pas le savoir. Lui, il est content de dire, les gens ne savent rien de moi, il y a peu de vidéos de moi à l'extérieur. Moi, j'ai envie de dire, tu ne sais pas grand-chose de toi-même encore. Parce que si tu penses que ce que tu fais à l'entraînement, tu te connais assez, non. Tu te connaîtras quand tu auras vécu les situations en situation réelle dans l'octogone. Et il vient de découvrir une nouvelle phase de lui, où il se retrouve en mode je peux peut-être prendre cette opportunité. Et je ne l'ai pas voulu. Le gars, il a fait une faute sur moi. J'ai eu le choix de combattre. Je suis réduit un peu. Je vais peut-être prendre cette opportunité, aller mieux m'entraîner et revenir avec la ceinture. Je garde la ceinture. C'est probable. Je n'ai aucune certitude dessus. C'est probable. Et donc pour lui, c'est plutôt une bonne chose. Parce que là, comme tu dis, il y a pas mal de trucs qu'il a appris. Il garde la ceinture et il va retrouver Cyril dans quelques mois. C'est vrai. C'est une bonne chose pour lui, pour son camp d'entraînement. C'est aussi une bonne chose pour nous. Parce qu'à vrai dire, on a Cyril qui allait combattre avec un mec qui ne connaissait pas du tout. Donc ça fout les jetons à tout le monde. Que ce soit du côté de Tom, que ce soit du côté de Cyril, c'était une inconnue. On nous a parlé de la vitesse de Tom. Bon, nous, on savait déjà que la vitesse n'est pas un problème. On a Cyril boxe avec des mecs super rapides. Depuis longtemps, on savait que le problème, c'est le timing, c'est pas la vitesse. En termes de timing, il est capable de te laisser faire beaucoup de vitesse avec tes bras et à la fin de ta vitesse, il va te toucher quand même. Il sait faire ça. Moi, je pense que oui, ça va les aider à mieux s'organiser, trouver une nouvelle stratégie, aller chercher un travail sur le calf kick, changer de garde, même si c'est très compliqué. Hein. C'est dangereux, changer de garde. Quand tu n'es pas un boxeur d'élite,
changer de garde, ça peut s'avérer très dangereux. Oui, mais ce que j'aime, c'est que nous, on avait des objectifs indépendamment de Thomas Spinal. On avait des objectifs pour la performance de Cyril. Les objectifs, c'était de se surpasser, mentalement parlant. Et quel meilleur endroit de le tester que face à l'homme le plus dangereux de la planète. Sur le papier, Thomas Spinal est le 1 sur 8 milliards de personnes. Donc, quand tu es capable d'aller face à ce mec et d'accepter le combat, et d'aller chercher le combat vis-à-vis de lui, ça veut dire que tu as passé un palier et c'est bien déjà pour notre préparation. C'est très bien. Donc, lui, il vient de découvrir des choses chez Cyril. Il disait déjà qu'il avait analysé beaucoup de vidéos. Il disait que Cyril avait des heures et des heures de vidéos qu'il allait analyser et que nous, on n'avait aucune vidéo de lui à analyser. Je ne sais pas s'il faisait du bluff ou j'espère qu'il a bien fait des analyses vidéo, mais en tout cas, maintenant, il a un peu du vrai, concrètement. Peut-être qu'il va mieux comprendre les choses. En tout cas, nous, de notre côté, on a toujours cette humilité-là de continuer à travailler. On est rentré il y a à peine une dizaine de jours, mais c'est déjà de retour à la salle et ça s'entraîne beaucoup sur ce que nous, on a vu aussi comme aspect intéressant pour la stratégie, qu'on va améliorer, qu'on va arranger pour aller chercher. Donc, des deux côtés, c'est toujours dépendant de qui saura exploiter la data de l'autre. Et à quel point aussi c'est, parce que donc Thomas Spinal était de base dans l'attente de John Jones, finalement ça ne s'est pas fait. Pour vous, j'ai l'impression que là, ça va être la première fois, même toi dans ta carrière d'entraîneur, que sur aussi longtemps, tu sais qui tu vas affronter. Ah, c'est génial. Et ça, c'est bien, ouais. C'est juste fantastique. En tout cas, pour nous, ça nous réussit. Je ne sais pas pour lui comment il va gérer ça, mais nous, il a dit qu'il était bien aussi. Hein. Il a dit, ça fait 14 mois que je m'entraîne, je ne fais que ça m'entraîner, alors que Cyril tourne des films et nous, on s'entraîne. Donc, je pense qu'il est bien. Nous, ça tombe bien. Et vraiment, Ferdinand, est-ce que dans le... Vraiment. Vraiment. Ça me dit quoi, c'est vraiment? Ça me dit qu'il y a des moments où c'est pas vraiment? Non, si, les moments, c'est vraiment, mais est-ce que là, maintenant, parce que même si c'est pas terminé, puisqu'on est qu'au milieu de l'histoire avec Thomas Spinal, là, de ce que tu as vu, est-ce que pour toi, c'est l'adversaire le plus difficile de Cyril ou pas? Bizarrement, je vais te dire non. C'était qui alors? Pour moi, c'était Volkov. Ok. Et ça, c'est dur pour le monde à comprendre. Hein. Parce que les gens ils considèrent que, comme Thomas Spinal a soumis Volkov au premier round, ça veut dire que Thomas Spinal peut se défaire de Cyril rapidement, puisque le plus gros combat de Cyril, ben non. Je pense que le style fait le combat et que le style de Cyril vis-à-vis de Volkov, ça a été très dur. Le premier Volkov. Le deuxième, ça n'a pas été dur. Le deuxième, c'est la blessure qui a été dure. Le deuxième, Volkov 2, c'est plus la blessure. Je sais que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Ils ne comprennent pas que un mec arrive et il arrive à la fin du round et il te dit je l'avais la Van Vuchok. Je l'avais. Mais je ne pouvais pas me mettre sur la pointe des pieds. Je vous entendais du Van Vuchok, mais je ne pouvais pas pousser. Parce que je devais pousser sur mes orteils et mes 3 orteils étaient pétés. Donc, le deuxième Volkov ne me pose pas de problème. Que chacun puisse spéculer dessus et dire ce qu'il veut, si ça lui fait plaisir, de dire que Cyril s'est fait battre, c'est pas un problème. Le Volkov 1, c'était dur. C'est qu'il a dominé le combat, mais c'était un combat difficile à préparer parce que Volkov était à son prime. Moi, je pense que ce Volkov-là était à son prime. Et ce Volkov-là a délivré un kickboxing de malade. Et donc, je sais, matériellement, c'est le combat qui a fait plus de dommages sur le corps de Cyril. Cyril était éprouvé, il boitait, il avait un tibia en l'air foutu, il avait un peu des bleus un peu partout. Enfin,
c'est le combat le plus éprouvant et le plus difficile à gérer. Parce qu'il n'est pas facile à faire tomber. Quand tu arraches un mec comme ça et que lui, tu l'as soulevé, mais il a toujours eu, tu vois, la pointe des pieds au sol, c'est pas évident, tu vois. Donc, c'est ce que je dirais que c'était le combat le plus difficile. Maintenant, en termes de niveau médiatique, d'adversaire médiatique, c'est certainement Tom le plus médiatique. Ok. Bon, et Jones, quand même, c'était plus... J'avais le sentiment que c'était plus... Enfin, après, il n'y avait pas tout ce teasing aussi, vu que c'était un peu plus précipité. Jones, c'est compliqué. C'est le GOAT. Et tu peux pas discuter, tu peux rien dire. À partir du moment où le gars est soumis en 2 minutes, mais c'est compliqué d'analyser ça. Ouais. J'en tire pas grand-chose. Tu vois. J'ai vu des scrambles en 2 minutes, c'était pas mal. Il y a eu des scrambles corrects. C'était pas bonjour, je te tiens, je te soumets. Ils ont quand même, il y a une certaine galère de Jones quand même à pouvoir le contrôler, aller finaliser le combat. Il y a eu ce moment, 2 minutes, c'est long, hein. 120 secondes, c'est vraiment long pour du scramble. Et de pouvoir se retrouver, enfin, John Jones aurait voulu avoir Cyril sur le dos au milieu de la cage très rapidement. Mais Cyril se retrouvait assis sur la cage. Il ne s'est pas retrouvé là au hasard. C'est parce qu'il y a un scramble où ça s'est battu longtemps pour ne pas donner au dos. Il y allait à cette configuration. Donc, pédagogiquement, c'est à saluer. Si tu ne salues pas ça, tu n'avances pas aussi. Il faut reconnaître qu'il y a eu une erreur ou même 2 erreurs sur le combat. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a eu, pour un mec qui n'est pas du sol, je parle de Cyril en l'occurrence, bien entendu, il y a eu un scramble qui était intéressant à voir. Mais tu ne peux pas beaucoup l'analyser en fait. Là où il y a de la matière à analyser sur Volkov. Il y a eu vraiment, le combat était long avec Cyril. Et donc, il y a eu l'occasion de se tester, vraiment sur un mec qui est super dangereux. En plus, c'était le Volkov qui était tanké, en fait. C'était le Volkov qui était à son... Voilà, après Overeem, il était à son max physique, tu vois. Donc voilà, moi en tout cas, pour mes souvenirs, je pense que c'est le combat qui physiquement était le plus éprouvant, le plus difficile à résoudre comme problème, au vu du style de Cyril qui n'est pas un grappleur. Maintenant, le combat médiatique, ouais, peut-être John Jones. Ouais, médiatiquement John Jones et puis Tom après, ouais. Et toi, comme petite digression sur ta personne, comment tu fais là pour rester, on va dire, au top en tant que coach? Parce que c'est vrai qu'on te voit beaucoup moins, je vais dire, pas sur le terrain, hein, parce que tu coaches toujours à MMA Factory, mais en tout cas, dans les coins des combattants, j'ai l'impression que ça faisait très longtemps, non? Enfin, dernier combat de Cyril ou pas? Non, j'ai coaché à Daria. Ah oui, Daria, oui, à l'UFC. Oui. Bakou. Avant ça, j'ai coaché William Gomis sur l'UFC Vegas. C'est vrai. Avant ça, je me spécialise. Je fais moins de... Il faut aussi... je ne rajeunis pas. Arrête ça. C'est bien d'accepter les choses et d'aller avec beaucoup de modestie dans sa manière de vieillir. Hein. C'est bien aussi de se dire que quand tes élèves deviennent des coachs et qu'ils deviennent des bons coachs, c'est peut-être le temps de se dire que tu dois être sélectif. Voilà. Et donc, quel est l'état d'esprit, le mindset là, quand tu dis devenir sélectif, c'est donc t'as donc toujours Cyril qui est la locomotive. Est-ce que tu as d'autres gars que t'accompagnent complètement? Parce que c'était quoi? Il y a quelques mois, quand tu as vu les photos avec Dave, tout le monde était en mode ouais, qu'est-ce qui se passe? Fernand, il nous a sorti encore un phénomène. J'ai peut-être que c'est... Enfin, tu prends peut-être un peu plus le temps avec lui. Comment ça se passe? Oui, Dave, il a besoin de temps. Il a besoin de temps. Il est talentueux, mais il a besoin de temps. Il n'a que 22 ans, on va y arriver. Il y a déjà des discussions avec l'UFC que j'ai calmé, que j'ai temporisé. Moi, il y a... Mais vraiment, le mot qui est mon état d'esprit, c'est... j'aime l'idée de choisir. Pendant longtemps, et attention, c'est bien de se faire choisir, hein.
C'est très bien. Il n'y a aucune critique nulle part. J'aime trop, il est en train de te dire, putain, là, je sais que cet extrait-là, oui. C'est ça. Ouais. Parce que des fois, ça peut être mal pris. Il y a beaucoup de modestie dans ce que je dis sincèrement, ok? C'est de dire que pendant un moment donné de mon évolution, j'ai créé une salle de sport en 2012. La salle de sport est devenue célèbre. Pour devenir célèbre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de publicité, je me suis beaucoup montré sur les réseaux sociaux, j'ai fait beaucoup d'interviews à l'époque et j'ai attiré du monde. Quasiment tous les grands noms du MMA français sont passés dans cette salle s'entraîner. Quasiment. Peut-être que je n'ai pas vu Saladin Parnasse au MMA Factory. Peut-être que je n'ai pas vu qui d'autre. Dis-moi toi. Il y a... Si, des élèves d'Aldric, Boxing Squad. Voilà. Les gars de Nice et tout. Mais je pense Ils sont dans la génération voilà. qu'il y avait eu. Ouais. Mais cette génération-là, j'ai quasiment vu tout le monde au MMA Factory à un moment donné. Et donc, du coup, ça m'arrangeait. On avait des bons échanges et tout. Et même si le côté du deal qu'on avait avec des athlètes n'était pas rempli en soi, il n'était pas rentable, il y avait la rentabilité équilibrée par le fait qu'ils apportaient de la valeur ajoutée par le nombre à la boîte. Je suis à une autre étape de ma vie. J'ai fait ça, j'ai terminé ça. Et je suis à une autre étape qui est de dire que bien que j'ai le plaisir et la passion du sport, il reste le côté de la rentabilité et du concret. Et de se dire que ceux qui sont intelligents sur le coaching, le management le savent. Ce sont deux métiers qui sont en perdition totale. La mode veut que... Management et coach. Oui. Pourtant, comme ça, moi j'ai tendance à me dire, un manager, on peut peut-être s'en passer, mais à un moment donné, tu dois avoir un entraîneur. Oui, mais entraîneur, comme je l'entends, chacun l'entend à sa manière. Donc vas-y, toi. Il y a des gens qui disent qu'ils sont entraîneurs et ils sont dans le coin de quelqu'un et c'est sa famille qui est entraîneur, son grand frère, son oncle, son machin. C'est pas des choses qui matchent en fait avec moi, ma personnalité, ma conception à ce moment de ma situation. Ça marche en d'autres occasions. Hein. Il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires et tout, mais tu peux l'accepter ou tu ne peux pas accepter. Moi, aujourd'hui, j'aime l'idée de sélectionner par l'amitié, les valeurs, aussi le respect qui va avec. Et ça, c'est compliqué. Il n'y a pas toujours ça. C'est pas tout le temps que tu as ça. Et donc, l'idée, c'est de se dire que si j'ai un athlète qui se retrouve avec 3 coachs de 3 salles différentes, plus ses parents qui coachent aussi, ça devient compliqué en fait. Ça fait la flemme. Autant laisser qu'il aille faire ce qu'il peut et se débrouiller comme il peut, il va s'en sortir de son côté. Mais enfin, voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais mieux aller entraîner certains athlètes qui ont compris, ou en tout cas qui veulent un certain mode de travail, où il y a une certaine direction, où il y a des professionnels du métier qui sont là pour travailler pour eux et où on ne mélange pas tout. Tu sais, moi, j'ai mon frère Yves Raoul qui est un grand coach de remise en forme. Il a créé un concept TNT qui marche très bien. J'aurais pu l'appeler pour directeur sportif au MMA Factory. Mais comme ça, comme c'est mon frère, on reste entre nous. Mais s'il n'a pas la compétence, je ne vais pas faire du népotisme. Je vais l'aider sur son projet, lui va m'aider sur mon projet, mais je vais mettre des professionnels en place. Et puis aujourd'hui, c'est la mode du repli familial, du repli communautaire, c'est la mode de ne pas s'engager. C'est qu'en gros, il y a clairement des gars qui vous disent non,
pour le management, il ne faut pas signer, faut pas faire quoi. Et donc, ces gens-là, il faut les laisser aller faire ce qu'ils veulent où ils veulent. Mais tu penses que ça peut durer, ça? Qu'il y ait de plus en plus de, entre guillemets, petites structures, que ce soit par combattant, et ça va se faire de manière pérenne, ça, ou c'est juste aujourd'hui parce que les vannes du Ouais, MMA mais ont été ouvertes? ça va, c'est pas un cycle. Je pense que ça va aller mourant, Ok. ça va mourir, enfin vraiment, ça va mourir. Il y a pas... Ouais. On est en France, on sait quelle société de management fait du chiffre d'affaires, on sait. Enfin, le management factory a été numéro 1 pendant très longtemps et on sait le chiffre d'affaires qu'on faisait et on sait pourquoi on faisait ces chiffres d'affaires. Le MMA Factory, pareil, numéro 1 pendant plus d'une décennie, donc on sait ce qu'on fait en fait. Je pense juste que il y a des moments comme ça où la vague va descendant, il y a moins d'intérêt. Et puis au bout d'un moment, les gens vont recomprendre et reprendre de la valeur. Et puis ça va remonter. Comme il y a eu un moment donné, il y avait cette vague-là du MMA français où l'ambiance était très compliquée, très nauséabonde, où il y avait un nouveau mot qui était sorti, croustille, et donc sur tous les médias, c'était ça qui était recherché. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre ça et que maintenant, il y a plus des valeurs éducatives qui reviennent, des valeurs de dire vraiment des choses, des sujets du MMA, parler du MMA concrètement. Les amuseurs publics n'ont plus trop de place, c'est plus ceux qui disent quelque chose de concret, qui reviennent, et puis ça va prendre une vague, et puis au bout d'un moment, il y a d'autres amuseurs publics qui vont revenir, et puis voilà, ça a des vagues. Et donc, t'as qui concrètement aujourd'hui? Concrètement, oh là là, on pourrait passer quand même une bonne... Ah ouais? on pourrait passer l'après-midi à ce que je les cite, parce que, attention, ce que vous voyez toujours, c'est la même chose, c'est que le MMA Factory, vous percevez toujours l'arbre qui tombe et vous ne regardez pas toutes les plantes qui poussent à côté. Non, mais ceux où t'es vraiment investi. Hein. Bah, c'est compliqué de dire, c'est-à-dire que il y a 3 niveaux d'investissement que je fais. Le premier niveau, je ne suis pas beaucoup investi, je dirige. Et je vais piloter les choses en disant, toi, tu vas t'entraîner avec Commandé, toi, tu vas t'entraîner avec Franck, toi, tu vas t'entraîner avec un tel. Pour ton prochain combat, viens, on va réfléchir, tu vas faire machin. Ça, c'est le premier niveau. Je prends un gars comme Giresse qui vient de gagner la ceinture sur HFC en amateur et tout. C'est un petit jeune qui est très intéressant. C'est pas parce que je ne lui fais pas des pas de tour, c'est que je ne l'entraîne pas personnellement, que je ne m'en occupe pas. Il le sait. S'il me regarde, il va se reconnaître que j'ai un gros input dans sa vie et dans son... Parce que de loin, je vais guider, je vais donner des conseils, je vais donner des conseils à des personnes qui vont le coacher pour l'amener vers la ceinture. Ça, on sait faire, ok? Ensuite, il y a le deuxième niveau, il va y avoir des gars comme Jordan Zebo avec un bon niveau ou bien Guéry qui est vaincu, qui a 7-0 à Arès et tout, ou bien Vlad Goutou, ou bien, enfin, tous ces jeunes-là qui sont talentueux, qui sont moyens, qui ont un niveau correct, comme je perdrais la tête à les citer, quoi, Jonathan Oliveira, tous ces jeunes qui vivent à la salle, je discute tout. J'ai eu une réunion avec Jonathan Oliveira il y a 2 jours encore pour savoir ce qu'il fait, parce qu'il va recombattre pour la ceinture. Il avait déjà combattu pour la ceinture à 57 kilos. Mais c'est un autre étage. C'est un étage où je vais m'occuper d'eux en plaçant rapidement l'équipe autour d'eux, en les coachant sur 2 semaines, 3 semaines maxi, pour me libérer du temps, mais je suis avec eux dessus. Je les coach pendant que leurs coachs sont avec moi pour qu'on regarde ce qui s'est fait, on avance dessus. Et ensuite, dès qu'ils sont à 1 semaine du combat, 10 jours du combat, je les laisse en autonomie avec leur coach. Et donc, ça fait une formation pour le coach, ça fait une formation pour l'élève. Et ils avancent. Dans le cas de Jordan Zebo, par exemple, enfin, tu ne peux pas imaginer la satisfaction qui est pour moi de voir que Jordan Zebo arrive de manière autonome aujourd'hui à aller avec une équipe de coach du Factory, Anthony Pisani, Commandé, Benjamin Manga,
et Facel pour la préparation, ils vont ensemble et ils vont prendre une victoire sur un gars talentueux comme Baki, coaché par un très grand coach, Nicolas Haute. Et ce n'est pas la première fois. Le même commandé, il a gagné avec Jordan Zebo toujours contre Wissam Agmouche, du même club de Nicolas Haute. Donc, c'est ça ma fierté. Ma fierté, c'est de dire que tu entraînes des gars, ils deviennent bons, ils deviennent des coachs comme Nicolas. Ensuite, un jour, tu entraînes des gars comme Commandé, ils deviennent des autres coachs et puis ils vont accompagner. Mais dans la préparation, dans cette même pièce ici, c'est ici qu'on a fait notre état-major pour préparer le combat de Baki contre Jordan. Ici même, il y avait Manga contre Doumbé. Non, contre Jordan Baki. Ah oui, ok, d'accord. Okay. Jordan Doumbé aussi. Ok, mais ce n'était pas ici qu'on a fait la réunion. Je parle de Baki, Jordan également. Baki, Doumbé aussi. On a aussi fait une réunion dessus. On a préparé un truc avec une vraie stratégie. Mais en tout cas, le combat récent de Baki et de Jordan, c'est ici qu'on a discuté de game plan. La stratégie de ABC dont on parle sur les médias et dont on ne sait pas encore et que je ne vais pas révéler ici, c'est une stratégie, c'est un truc que j'ai complètement inventé, mis sur pied, mais que j'ai transmis à mes collègues qui sont commandés. Je pense que, d'ailleurs, tu devrais penser à lui faire des interviews. Pourquoi vous êtes comme ça? Regarde les problèmes. Non, c'est vrai qu'on devrait. On en a quand même. Il était présent dans le docu. Parce que c'était lui qui avait. Oui, c'est gentil ça, le docu, c'est gentil. Non, c'est gentil. Enfin, les coachs qui gagnent, on leur fait des interviews. Je pense qu'au lieu de m'interviewer, vous avez dû interviewer. Commandé, je viens de te dire qu'il a des états de service incroyables en ce moment. Est-ce que tu as capté que dans le combat de Agmouche contre Jordan, c'était Commandé. Le combat de Baki contre Jordan, c'était Commandé. lui. Et pourtant, il y avait des éminents coachs dans le coin de Baki. Parce que Clément Makou, c'est pas n'importe qui. Eddie Kada, mon ami, c'est pas n'importe qui. Comment ça s'appelle? Nicolas Haute, c'est pas n'importe qui. Mais le petit Commandé, il a arraché une victoire dessus. Moi, je pense qu'il mérite une interview. Ça se fait pas. Regarde-le. On verra avec Code Red. Voilà. Et Jordan, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans cette victoire? Parce que jusqu'au... Je sais pas ce que t'en penses toi, mais jusqu'au KO, il était toujours là, la résilience incroyable, mais c'est vrai que ça n'allait pas dans son sens. Ben c'est ça, c'est ça qui m'impressionne chez lui. C'est que moi, j'ai été impressionné avant le combat. Je vais être honnête avec toi. Il le sait, Jordan. Je lui ai dit que j'étais impressionné par le fait qu'il m'ait convaincu de mettre le combat en place. J'ai dit non au combat 3 fois. Il m'a persécuté, il m'a harcelé en me disant « Je sais que je peux le battre. Je te garantis, coach, je vais le battre. » Avec un sourire. J'ai dit « Mais tu vois, tu prends pas ça au sérieux. » Il me dit « Je te jure, coach, je te jure, ce que tu vois aux entraînements, je peux le battre. » J'ai remis la décision à plus tard. J'ai fait un compromis avec Commandé. On s'est mis d'accord en disant on va observer, et Jonathan Oliveira d'ailleurs, qui nous a beaucoup aidé à coacher mentalement et à pousser Jordan. On s'est mis d'accord sur un truc. Sur les 3 prochaines semaines de nos entraînements, on veut te voir infliger de la douleur. Tu nous dis que tu es capable de t'entraîner léger et que tu fais exprès, mais on veut te voir ne pas perdre un seul round aux entraînements. Si tu perds un round aux entraînements, je ne valide pas le combat. Il y a eu un très long processus pour gagner, pour convaincre, Benjamin aussi. Benjamin aussi y a cru. Benjamin m'a dit très tôt que Jordan peut le battre. Mais moi, je n'étais pas d'accord. Peut-être parce que j'avais aussi été échaudé par le combat de Jordan avec Cédric ça m'a fait du mal en fait de le voir peiner et surtout de voir toute la volonté qu'on avait de l'enfoncer, de le détruire en lui disant qu'il avait fait un très mauvais combat et qu'il avait fait
très mauvais choix de combat, un très mauvais choix d'équipe, de management, parce que je l'avais envoyé au charbon, etc. Je pense que ça m'a refroidi un peu. Et donc, du coup, je suis devenu très protecteur. Donc, quand le combat s'est présenté, quand l'opportunité est arrivée en disant qu'il devait affronter Baki, j'ai vraiment dit non. Je lui ai dit, je pense que tu es bon en lutte et je pense que Baki va t'amener au sol quand il veut. Je lui ai vraiment dit ça. Et je lui ai dit, c'est parce que je t'aime beaucoup que je pense que c'est... Et il m'a dit, laisse-moi le temps de te convaincre. Je pense que, vraiment, coach, tu sous-estimes mon mental. Je suis très fort mentalement et je suis quasiment sûr que je peux le battre. Et c'est pas la première fois qu'il me fait ça. Hein. Agmouche, pareil. Ouais. Mais qui était très très serré comme combat aussi. Wissem, combat très dur, combat très serré. Mais moi, j'ai vu des entraînements. J'ai été les coachs des deux. Et donc, j'ai vu Wissem gagner aux entraînements. Et ça a beaucoup influencé. Quand Wissem préparait des combats, Jordan était son sparring. Quand Jordan préparait des combats, Wissem était son sparring. Et en général, Wissem gagnait. Et donc, pour être prudent, je lui dis, il m'a juste dit, coach, je te donne ma parole, je vais le gagner. Je vais trouver une solution, je vais gagner. C'est ça qui m'impressionne chez Jordan. C'est ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle. Il est capable d'être dans l'émotion, il est capable de sourire, il est capable de pleurer, mais il est capable de casser des bouches, gentiment. Et ça faisait partie du plan, ce côté on va accélérer, parce qu'il y avait quand même 3 rounds à 0. Oui, c'était complètement dans la stratégie. Vraiment, il n'y a pas un moment donné où on va envisager de battre, où on avait fait une planification de battre Baki au premier round. Non, c'était vraiment envisagé. Ça, pour le coup, c'était préparé au détail près. Il n'y a pas un truc... en fait, tu ne peux pas imaginer ce que nous, on a ressenti. On était à Dubaï et tout, et comment on était choqués. C'est pas choqué qu'il y ait le chaos. Tu penses que tu prépares le chaos. Ma seule issue pour le chaos, c'était le high kick. D'accord. Baki... Qui commence quand même à... Voilà, ouais. Baki, lui, voyait les coups de coude. Il voulait gagner par KO au coup de coude. J'aime bien poser cette question. Comment tu vois, d'ailleurs, il va se reconnaître, Baki, puisque moi aussi, je lui posais les mêmes questions souvent. Comment tu te vois battre Ndoumbe? J'aime bien... Quand on annonce un combat, j'aime bien que mon élève me dise ce qu'il voit et ce qu'il prévoit. Et à la suite de ça, ça me permet de développer. J'ai posé la question à Jordan, comment est-ce que tu te vois gagner le combat? Et il m'a dit, je pense que je vais beaucoup rentrer avec des coups de coude, et je pense que je vais le blesser avec des coups de coude. Je vais l'ouvrir. Je vais me laisser, même quand il va m'amener au sol, c'est pas grave. Je vais l'ouvrir tout le temps. Il va pas me soumettre, il ne sait pas soumettre, il ne sait pas machin. Je vais me relever, je vais lui mettre des coups de coude et je vais l'ouvrir. Et moi, j'ai été réticent sur les coups de coude alors que tout le staff pensait que c'était un bon truc. Et j'ai été très impressionné par le nombre de coups de coude qu'il a passé à Baki. Parce que moi, je pensais que Baki allait beaucoup jouer avec le judo et prendre la ceinture, le body lock. Donc, du coup, moi, ma stratégie, c'était des déplacements avec beaucoup de changements de direction, des low kicks en zone basse pour finir avec un high kick sur la tête. Et pour te dire, quand j'ai vu en live, je n'ai pas vu que le high kick avait fait mal. J'ai dû le revoir pour voir que le pied était passé derrière et c'était le début de la fin, en fait, le high kick. Moi, j'avais vu, genre, c'était un crochet, et puis un marteau à la fin, tu vois. Mais comme quoi, vraiment, vous l'aurez certainement en vidéo. Vous l'aurez certainement en vidéo le jour où les community managers vont décider de le mettre et tout, où on faisait des pattes d'ours et ils mettaient beaucoup de low kick et puis de high kick. Et puis éventuellement, les coups de coude, c'était s'il a réussi à stabiliser et qu'il peut toucher, mais pas de manière libre. Et il a tout fait et tout est passé, même si sur la dominance des 3 rounds et tout, il avait. Mais en gros, on savait qu'en termes de cardio, le changement de direction va taxer le cardio de Baki. Et quand tu vois cette victoire, là que Jordan, il a peut-être terminé son axe rédemption, quelle est la limite là pour Jordan maintenant?
La limite mentale, elle n'existe pas. Je te jure, vraiment, je suis sincère. S'il y a un mec, c'est ces mecs-là que j'aime en fait. C'est ces mecs qu'on croit faibles et qui mentalement sont super forts. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs, je dis ce que j'aime. C'est que je me retrouve en amour avec le MMA Factory tel qu'il est en fait. Parce que j'ai des mecs qui ne l'ouvrent pas beaucoup, qui ne la ramènent pas beaucoup, qui font de cœur, mais qui peuvent tabasser. C'est ce qui veut dire, ça me va bien en fait. Je trouve qu'il est très, très fort mentalement. Vraiment, pouvoir croire jusqu'au 3e ou 4e round qu'il y a moyen de trouver le chaos, tu sais, tu le dis, tu fais la stratégie. Tu penses à la stratégie. C'est moi qui ai pensé à la stratégie. C'est moi qui mets en place la stratégie avec toute l'équipe. Hein, qui, je te dis encore, ils ont été formidables, excellents. Moi, j'ai fait des pattes d'ours à Jordan pendant 3 semaines. Ensuite, j'ai voyagé. Et donc, du coup, en voyageant, comme d'habitude, on prévoit tout. Tel que je vais faire ci, tel que je vais faire ci. François Laurent va l'aider pour le sol et tout, pour laisser une bonne base de sol défensif pour se relever. Anthony Pisani, qui est un gars aussi, un élève de François Laurent, qui est très bon au sol. Où il va s'occuper de continuer à faire progresser Jordan dans son truc. Donc, on a préparé tout le terrain, on le laisse en autonomie. Mais le voir se concrétiser, waouh, waouh. Je trouve que mentalement, il n'a aucun plafond possible. Physiquement, il aura peut-être des limites. Techniquement, à un moment donné, il va falloir progresser. Donc là, par exemple, on a eu une réunion avec Jordan il y a quelques jours et c'est ce qu'on s'est dit. Donc on avait une flopée d'interviews qui tombaient de la part de l'attaché de presse. Kaina, merci. Et donc, une flopée d'interviews qui tombaient pour lui. Et donc, on a pris la décision de dire on va faire une dernière interview. Ensuite, parce que le petit, il est jeune, il a besoin de sponsors. C'est bien de se faire voir un peu. Avant le combat, on a refusé les interviews. Après le combat, on ouvre les vannes, on met les interviews. Et puis, c'est fini les interviews. Il faut se remettre à la progression. Je le lui ai dit, ce que j'aime dans notre relation, c'est qu'on se parle cash et je peux lui dire des vérités. J'ai besoin que tu progresses. J'ai besoin que ton sol progresse. J'ai besoin que tu deviennes un mec qui ne soit pas juste sur la défense de la lutte quand tu rencontres des profils bons lutteurs, mais sur la contre-attaque et que tu puisses soumettre les mecs. J'ai besoin que ta boxe progresse. Donc voilà, je pense qu'il est très conscient qu'il a beaucoup de progrès à faire. Mais quand tu as un cerveau qui fonctionne comme son cerveau et qui dit il est chaud et qui va aller au bout, je me dis quelle est la limite quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la limite. Mais c'est une bonne histoire. Une très belle histoire. C'est impressionnant ce qu'il est capable de faire. Revenir de ce qu'il a vécu, quand tu as 22 piges, il faut être solide. Je le dis souvent, c'est un mot que j'utilise beaucoup. Des fois en interview, je dis solide. Quand on me parle de Cyril Gane, je dis solide, très très solide. C'est ça que ça me... Enfin, trop solide. Jordan, trop solide. C'est le seul mot que je peux dire qui peut vous faire comprendre qui est Jordan. Parce que c'est le seul mot vrai qui existe. Il y a des gens, ils parlent beaucoup, ça raconte des vies, ça machin truc. Et puis s'il y a un problème, il y a un souci, le combat s'arrête, il y a machin. Il y a des mecs constants, résilients. Il est le clou tous les jours et on tape sur lui, le marteau tape, il est le clou. Mais quand il faut, il sait devenir le marteau, il est calme, il est pareil. Vraiment, ça m'inspire, moi, d'avoir des jeunes comme ça qui sont humbles dans la victoire, modestes dans la défaite, modestes dans leur peine et leur douleur, pas trop pleurnicher quand ça va mal, pas trop
comment dire, festoyer quand on gagne. Quel bonheur. Comme ça, on pourrait se dire tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux, mais j'ai cette impression quand même que il y a une page, un chapitre qui s'est fermé et qu'aujourd'hui, le MMA est une part de ta vie qui est un petit peu plus réduite. Et où, avant, le factory, tu vois, et le management factory, c'était un truc où tu étais investi à fond. Et que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres salles qui ont, ou d'autres coachs qui ont d'autres grands athlètes, et que, tu sais, t'as plus le couteau entre les dents comme avant, mais c'est OK pour toi. C'est grave OK. C'est parce que heureusement que la vie évolue. T'imagines, tu me vois à 80 piges en train de faire les pâtes d'os? T'as pas 80 piges. On y arrive. Enfin, dans 32 ans. Oui, mais voilà. c'est pour te dire que il faut qu'on puisse évoluer, il faut le voir. Faut pas qu'il y ait un problème avec ça. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans le milieu du MMA? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Le seul truc qui te manque, et t'as tout mis dedans, c'est la ceinture. Undisputed. Mais en France, qu'est-ce que je n'ai pas fait en France? Voilà, regardez-le. Oui, non, si, en France. Avant d'aller me comparer à Eugene Berman, à me comparer à tous ces grands coachs qui ont, à André Zino, à tous ces mecs qui ont eu 10 ceintures à l'UFC, laisse-moi déjà enjoy le fait que je suis encore invaincu en France, quoi. Enfin, laisse-moi enjoy ça. Enfin, c'est une réalité. Elle est là. C'est que je réduis, je prépare petit à petit ma retraite du monde du coaching, du monde du management. Et quoi de mieux que de la préparer avec déjà une salle où il y a de très bons athlètes en devenir. Parce que tous ces mecs dont tu parles là, dans d'autres salles, ils étaient des mecs en devenir qu'on a montés. Si on est capable de monter, on sait monter. Enfin, tu me donnes des noms, je te dis, on les a tous. C'est une fierté, tu peux dire ce que tu veux, tu ne peux pas me l'enlever. Il n'y a jamais de la vie, tu vas pouvoir m'enlever le fait que même des mecs qui ne m'aiment pas beaucoup, comme Michael Lebou, tu ne peux pas me dire un jour, c'est ma fierté, tu ne peux pas l'enlever. Il est où? Il est quelque part sur une photo au mur, Michael Lebou. Il est là-bas. C'est une ceinture qu'il fait avec Karl Amoussou. Tu ne peux pas me l'enlever parce que j'ai participé à son ascension. Je l'ai amené à l'UFC. Personne ne l'a ramené encore à l'UFC. Après ça, c'est fini. Non. Enfin, William Gomis, je suis content qu'il perce et qu'il s'en sorte. C'est là où je parle de compersion. Je suis content de l'avoir vu petit, de l'avoir fait grandir et de le mettre à la porte du top 20. Je suis content que Nassoudine soit parti à la porte du top 10. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Enfin, je suis pas éternel, je suis pas immortel, frère. Au bout d'un moment, ça avance et puis j'ai passé mon temps dessus et puis j'ai fait le rugby avant, de haut niveau du rugby. J'ai pas mis autant de temps dans le rugby. Alors, je vais te poser la question différemment. Ouais. Parce que là, vous le connaissez, là, il est parti, là, il est état de flow, là, ça y est. Est-ce que si avant de partir, tu pars du MMA, quelqu'un d'autre en France a eu la ceinture UFC et pas toi? Ouais, ça va me piquer un peu. Voilà. Ça a piqué un peu. Et j'y travaille. Enfin, j'y travaille, quoi. Enfin, oui, non, c'est pour ça que là, tu mets les choses pour le dernier truc qui manque, quoi. J'y travaille. On y travaille avec mon équipe pour aller chercher cette ceinture. Mais avant déjà d'aller chercher les gros projets, il faut déjà être reconnaissant pour ce que tu as fait. Enfin, je n'essaie pas de me les... Enfin, elle est là, la vérité. Si tu as mieux, tu me dis. Non, mais je sens que le temps fait son effet aussi. Et toi t'es évidemment présent sur les réseaux. Et de temps en temps, voilà, Fernand, faut pas... Il se réveille. De temps en temps, il va se réveiller sur Twitter et voilà. Et tu vois aussi que il y a eu un moment donné où les gens, parce que c'est la culture de l'instant,
et aussi dans le MMA, là, il y a beaucoup de gens qui reviennent en mode « Ah, Ares, c'était mieux quand il y avait Fernand. Ah, ça, c'était bien quand il y avait Fernand. » Donc, tu vois aussi que les gens ont quand même cette reconnaissance globalement, même si ça reste du show et puis... je ne sais pas si c'est de la reconnaissance. Je pense qu'il y a aussi la saturation. Je vais pas donner de nom, mais il y a des journalistes que je vois à la télé, je les ai jamais vus, je ne les connais pas du tout, mais il m'a saoulé, parce que je le vois beaucoup. Okay. Je pense qu'au bout d'un moment, j'avais saoulé les gens. J'étais omniprésent sur tous les plateaux de télé, sur tous les documentaires, sur tous les projets du MMA, et c'était saoulant. Là où aujourd'hui, je suis présent sur les dossiers des MMA, mais personne ne le sait même. Le dernier projet des MMA qui réunit Benoît Saint-Denis, Cyril et tout des Netflix et tout, vous allez le voir sur le générique. Personne ne le sait, mais c'est mon idée originale. Et puis on a réuni tous les Français sur ce talent show sur Netflix et tout. Mais c'est mon projet. Benjamin et moi, on l'a déposé. On est allé voir Netflix avec ça. On l'a déposé. Donc, on peut être présent sur le MMA, mais de manière distraite, tu vois. Si tu as été à un moment donné fondateur et gestionnaire de la meilleure salle de MMA en France pendant une décennie, si tu as été gérant de l'agence de management la première en France, si à un moment donné, tu étais le fondateur et le propriétaire de la meilleure ligue de MMA en France, Ares MMA. Comme quoi la chance, hein. Tu vois un peu? Ça fait beaucoup de bonnes choses quand même. Si tu as été à un moment donné à la tête au niveau d'arriver à faire 2, 3 fois la ceinture et tout, ça veut dire que t'es pas loin de ça. Je suis reconnaissant, je suis content que le public m'ait accompagné parce que il n'y aurait pas eu le succès d'Ares si le public n'avait pas suivi. Dès l'ouverture et tout, on a eu un grand succès avec Ares. C'était fantastique. Et donc, aujourd'hui, ça se développe et on a encore notre input dedans. C'est que la signature que Benjamin et moi, on a apportée à un moment donné, elle nous suit encore. Mon ancien ami et ancien élève, Nico, est devenu coach. Il a ouvert une salle. Devine qui finançait sa salle. Qui finance la salle. Regarde, il veut que je le dise. Mais il faut que ça sorte de ta bouche. Pourquoi faut que ça sorte de ma bouche? Mais parce que c'est important que ça sorte d'une tierce bouche. Donc c'est Nicolas Haute qui l'avait expliqué, c'est Trail qui finance. Oui. Voilà. Tu lui as fait une interview, il t'a expliqué que c'était Trail. D'où vient Trail? Il est en train de nous dire, je contrôle tout. Je ne contrôle pas tout. Je veux juste dire qu'au bout d'un moment, quand il y a le blaze de quelqu'un qui arrive souvent sur les grands projets du MMA de manière générale, ça veut dire qu'il a déjà laissé son petit héritage moral. Ça va. Oui. Ça va. Voilà. C'est que si, effectivement, si à la fin, je me retrouve à pouvoir concrétiser avec une ceinture de MMA à l'UFC. Tu partirais ou pas? Enfin, parce qu'il y aurait peut-être une défense de ceinture. J'ai encore quelques... Voilà, j'ai quelques jeunes qui comptent sur moi. Moi, c'est plus le plan humain qui me retient. C'est que j'ai quelques petites pépites qui, ça se compte sur la poignée d'une main, que je pense qu'ils peuvent aller tutoyer le haut niveau à l'UFC et j'essaie de les pousser avant de partir. Mais je suis pas loin en fait. Ouais, voilà. Tu vois, mais et puis je me déplace avec, au lieu de tenir les pattes d'ours à tout le monde, je peux faire recruter d'autres jeunes gars qui peuvent monter, qui peuvent avoir la possibilité de faire des pattes d'os à ma place, que je puisse être là et que je donne des consignes de loin. Enfin, au bout d'un moment, j'ai envie de me préserver aussi, de faire du wellness, de pouvoir maintenir un peu l'état de forme. Voilà. Mais il faut pas qu'on lutte pour ne pas sortir du game. Il faut
sorti du game avant que le game ne sorte, quoi. Exactement. Vaut mieux faire des belles choses où tu peux continuer à progresser et progressivement accepter ce que tu as fait, ta petite touche que tu as donnée sur la construction du MMA français, et tu laisses les jeunes prendre la relève et tu les laisses monter. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Et on y pense aussi de notre côté. Et pour boucler la boucle, Ça m'intéresse, ça. Vous y pensez. avec Rusty, on s'est dit, on fera un vrai point. Donc là, on a 32 ans tous les deux. On s'est dit, à 40 ans, on aura une vraie discussion de Qu'est-ce qu'on fait? est-ce qu'on arrête ou est-ce que... Mais on fait tout pour que, quand on se posera la question de si on arrête ou pas, ce ne sera pas une question d'argent, ce sera une question de est-ce qu'on a toujours envie de faire ça? Voilà. Vous l'avez mérité, tu le vois bien. Enfin, je parlais des états de service, tu vois bien que vous avez bossé comme des oufs. Ah oui. Oui, Vous on a avez travaillé de- longtemps, même si c'est moins dur que d'autres... oui. Vous avez de la concurrence en largeur, en termes de nombre, mais en termes de qualité, on voit quand même la différence. Et ça se mérite. Ouais. J'espère que toute ton équipe et tout, que vous êtes capable de ne pas arrêter de tout le temps regarder les imperfections qu'on vous pointe du doigt et de regarder derrière vous et dire quel chemin. Oui, on commence à se dire, on a de la bouteille quand même. Voilà. Voilà. Tu vois. Et ça, c'est exactement le ressenti que j'ai. J'ai le ressenti de me dire, bon, si tu as mis une telle durée dans le game et que tu n'as pas encore trouvé quelqu'un qui bat les records de ce que tu as fait, ça veut dire que tu acceptes ton record un peu haut quand même. Et donc, faut pas avoir des regrets. Moi, je vois les regrets comme étant le regret. Voilà, non. Tu peux avoir des regrets, mais il ne faut pas que le regret te bloque en fait. Je vois les regrets comme étant un sens interdit qui te dit tu as fait une erreur, tu as pris un mauvais sens. Tu fais demi-tour, tu vas prendre le bon sens. Ça te rappelle en fait, c'est un code de la route. C'est pas une impasse où tu ne peux pas en sortir. Reste pas bloqué dedans, reste pas... Voilà. Donc, j'ai appris de mes erreurs, j'ai évolué, j'ai regardé ce qui se fait. Et c'est avec beaucoup d'humilité qu'on va aller chercher la ceinture. Idéalement quand? Idéalement, le plus tôt possible. En fait, pour te dire la vérité, j'ai envoyé un message après la conversation qu'on a eue avec Dana White, juste avant qu'il ne vous croise, il nous a chopé à l'extérieur et tout. Il a dit très rapidement, avant la fin de l'année, Vegas. Ensuite, moi, je l'ai relancé après, avec une proposition même un peu plus osée, parce qu'il y avait un très bon contact à nous, très puissant au Qatar, qui a dit je peux plaider dans ce sens-là et on peut arranger ça. Les finances ne seront pas un problème. Et puis l'UFC a essayé, mais Tom n'est toujours pas chaud. En tout cas, l'équipe de Tom n'a même pas répondu. Voilà, Hunter m'a dit on n'a même pas eu de réponse. Donc, ça veut dire que on va attendre encore. Je pense que là, ils vont forcer pour des places. Parce que le Qatar, c'était le 22 novembre, là, c'était demain. On est bien. Il est en état de flow, Cyril. En ce moment, ses entraînements, on est rentré, mais les entraînements qu'il produit, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Il a step up sur quelque chose, mentalement, moralement, et dont le physique suit parce qu'il a toujours eu ce côté athlétique, tu vois. Mes dernières conversations font penser que on va essayer de leur forcer la main pour janvier. Je ne sais pas s'ils seront chauds. Eh ben, let's go. Merci Ferdinand. Voilà. Un plaisir.